CAI, Astrid Matran, bonjour! Aujourd'hui, nous avons la grande chance de pouvoir interviewer Cassandra, qui est responsable donc, du centre de soins de la LPO à Audange. En fait, la LPO, bien sûr, Cassandra viendra compléter toutes ces informations, est une des plus vieilles associations, donc loi 1901 d'utilité publique, donc à la base Ligue de protection donc des oiseaux, qui 70 ans après 1912 puis sa date de création a ouvert son premier centre de sauvetage. C'est bien ça, Cassandra? Alors, pas tout à fait exact, mais on fait partie des premiers centres LPO. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le premier centre de la LPO France qui s'est ouvert, c'est le centre de l'Île Grande, D'accord. qui est du coup à la réserve à l'Île Grande en Bretagne. Et puis nous, de toute façon, on a suivi dans la foulée. Donc Voilà. en, Pardon, donc en fait, ouais, la LPO, donc à l'échelle France, vous avez quand même de très 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 nombreuses missions, aussi bien en termes de conservation des espèces, de préservation des espaces naturels, tout le rôle de sensibilisation, Oui, d'éducation, de sauvetage, même au niveau juridique, vraiment, vous lancez plein de campagnes, exactement. des actions. C'est vraiment, enfin, je conseille vivement en tout cas aux personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller voir sur votre site internet, il est d'une grande richesse en termes d'outils pédagogiques, même pour faire des cadeaux aux enfants. Enfin, c'est vraiment, ce sont des outils extraordinaires. Donc vraiment bravo en tout cas pour tout le travail qui est consacré à l'échelle nationale et locale, bien entendu. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que en termes d'idées reçues sur la LPO, il y a énormément d'actions qui sont faites, notamment de l'expertise naturaliste sur le terrain, la sensibilisation. Mais les gens pensent très souvent que toutes les LPO dans les départements sont des centres de soins. Or, c'est pas le cas. Sur les LPO, enfin sur la LPO en France, il n'y a que 7 LPO qui ont un centre de soins. Tout le D'accord. reste vient d'associations indépendantes. Ah, Voilà. D'où toute la sensibilisation au public, les refuges, les machins. d'accord. Voilà, tout est centralisé sur ça. Mais il n'y a que 7 centres de soins qui sont LPO. Le reste, vraiment association locale indépendante. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, le centre de soins d'Audange, eh bien, chaque année, effectue 5000 soins, vient sauver 5000 animaux, c'est ça? Ce qui est quand même très, très, Voilà, on accueille très important. 5000 animaux, beaucoup plus que 5000, puisque là, en 2024, on a fait les comptes, on est en plein dans les rédactions de bilan presque finies. On a fait 5521 Oh, animaux, bravo, magnifique. ce qui est le record historique. Triste record, hein, toujours Ouais, bah bien pareil, un sûr, triste ouais. record à chaque fois. Alors qu'en 2023, on avait fait 5041. Donc là, c'est vraiment 500 animaux de plus. Donc oui, on accueille énormément d'animaux, oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens. Cette augmentation, vous l'alliez à quoi en fait? Au fait que du coup les gens ont de plus en plus connaissance de votre travail et du coup vous apportent entre guillemets de plus en plus d'animaux à soigner, ou bien c'est parce que comme vous en parlerez tout à l'heure, et bien des gestes et comment dire, des actions humaines qui vont dans le sens contraire de la faune sauvage et qui nécessitent une prise en charge de votre part? Alors, dans tous les cas, effectivement, le gros pourcentage des accueils, c'est toujours l'activité humaine, puisque l'être humain impacte l'animal, hein, quand ce soit une collision voiture, une collision vitre, une électrocution, voilà. Même un chat, c'est l'humain indirectement, puisque c'est un animal domestique. En l'occurrence, là, pour 2024, ce qui a dû impacter les accueils, ça a été la sensibilisation au public qui évolue de toute D'accord, façon, mais très je très bien. pense aussi, on l'a tous constaté, on n'a pas eu une grosse canicule non plus, on n'a pas eu un hiver très froid. Par D'accord. contre, on a eu énormément de différences de température, c'est-à-dire on en a tous parlé entre nous, je pense. Lundi, il fait 17 degrés, mardi, il en fait 8. Donc forcément, à chaque fois, les animaux, ils ont beaucoup subi ces différences de température, un peu comme nous, mais nous, on a toutes les protections qu'il faut, hein, Oui, la bien polaire, sûr, le oui. radiateur, ce qu'on veut. Mais l'animal, lui, il l'a pas. Donc en fait, par exemple, même maintenant, on a des hérissons qui disent ah tiens, je vais passer en hibernation la semaine dernière parce qu'il faisait 3 degrés. Et ben aujourd'hui, il fait 12 degrés. Donc ils se réveillent, perte d'énergie, et forcément, au bout d'un moment, ils en peuvent plus, ils arrivent au centre de soins. D'accord, ouais. En tout cas, du coup, en termes d'organisation, vous êtes combien de personnes à œuvrer sur site en termes de bénévoles, en termes de permanence? Si vous pouvez décrire un petit peu comment, enfin, présenter le centre de soins et aussi comment ça s'organise un petit peu sur Oui, cette bien belle sûr. unité. Alors du coup, le centre de soins, il a été créé en 2003, enfin fin 2002, après le naufrage du Prestige, D'accord. Ah justement, hein, oui, comme beaucoup de centres de soins de la côte atlantique, justement parce que les marées noires ont provoqué énormément de mazoutage au niveau des oiseaux marins, donc ça a démarré avec ça.
Et au fur et à mesure du temps, forcément, la demande du public a augmenté et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on est passé de juste accueillir en 2003 les oiseaux pélagiques, donc les oiseaux marins, à accueillir oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens. Donc, aujourd'hui, forcément, la progression en tant qu'association, on en est à entre 8 et 10 salariés par an. Dispersés. Hein. Il y a moi qui est compté dans ces salariés-là, notre vétérinaire, mon équipe de coordination au téléphone, les soigneurs animaliers. Et il y a à peu près 51 pour être exact, bénévoles qu'on a comptés en 2024 qui passent en équipe soins pour nous épauler. Et après, on a quand même nos bénévoles transporteurs, ceux qui vont chercher les animaux dans les cliniques vétérinaires qu'on appelle point relais et qui nous amènent jusqu'au centre de soins. Et eux, on en est à peu près 200. Waouh! Donc c'est réparti sur une sacrée zone géographique, hein, je présume. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine Oui. pour le coup ou bien? Alors du coup, nous, on s'occupe principalement de la Gironde, de la Dordogne, du nord des Landes et du sud de Charente et Charente-Maritime. Ouais, ce qui fait un sacré secteur Parce qu'il y a géographique. d'autres centres de soins, par exemple. Dans les Landes, il y a le centre Paloum. Oui. En Charente, il y a le centre Charente Nature et ainsi de suite. En l'occurrence, chaque centre accueille des espèces différentes et forcément, tout le monde n'accueille pas toujours la même chose. C'est-à-dire que sur le principe, les chevreuils, dans ce périmètre-là, on est les seuls à les accueillir. D'accord. Donc, s'il y a un animal, un chevreuil qui est au fin fond des Landes, même si Paloum est à côté, ça revient vers nous. Oui, Voilà. j'en ai pu faire l'expérience en effet. Alors, donc, Voilà. étant donné qu'on on parle justement donc d'animaux en détresse et de leur assistance, eh bien, pour les personnes, auditrices et auditeurs qui nous écoutent, quelles seraient vos recommandations en fait quant à une personne qui souhaiterait porter assistance à un animal sauvage en détresse? Voilà, quels seraient les bons conseils, les bons gestes à faire ou ne pas faire en fonction des espèces, hein, bien entendu. Qu'est-ce que vous leur recommanderez? Pour n'importe quel animal, dans tous les cas, c'est d'appeler le centre de soins le plus proche de chez soi en premier. Pourquoi? Parce que justement, nous, on pourra déterminer selon les circonstances et potentiellement une photo ou vidéo de la personne si l'animal est vraiment en détresse. Je donne par exemple la chouette-culotte qui commence à être bien connue pour sa biologie maintenant. Ça y est, les gens commencent enfin à l'intégrer. C'est que la jeune chouette-culotte, elle tombe du nid avant de savoir voler. C'est-à-dire qu'on a une petite boule de duvet au pied de l'arbre qui est en très bonne santé, dont les parents s'occupent encore, hein, ils lui donnent à manger la nuit, etc. Juste, elle est en journée, et puis elle regarde de droite à gauche. Il ne faut pas la ramasser, tout simplement. Il ne faut pas la ramasser parce que c'est la nature et elle fait ça d'elle-même, en fait. C'est comme ça. Par contre, il y a le cas où, effectivement, l'animal peut être apathique, on peut voir du sang, ce genre de choses. Donc oui, il faut toujours appeler le centre de soins. On peut avoir la petite chouette-culotte qui n'a absolument rien, qu'on voit en forêt et qu'on peut laisser tranquille par terre. Et il peut y avoir la chouette-culotte où on la trouve, on voit du sang, machin. Donc, dans tous les cas, il faut appeler le centre de soins et nous, on pourra aider en fonction. Si jamais le centre de soins ne répond pas, il faut bien analyser l'animal de toute façon. Hein, des fois, surtout en été, on a énormément d'appels en même temps, donc on ne peut pas répondre à tout le monde d'un coup. Donc, certaines personnes sont obligées d'attendre. Des fois, ça peut être plusieurs heures. Hein. L'été dernier, justement, on a eu tellement d'accueil que on avait des gens qui nous ont qui nous appelaient la veille. On voyait le message qui datait de 19h la veille. On a pu les rappeler qu'à 15h le lendemain encore. Donc c'est très compliqué. Donc en soi, quand on trouve un animal qui est en détresse et qu'on voit qu'il est clairement en détresse, il faut le prendre doucement. Donc ça peut être avec des gants, ça peut être avec une serviette si on a, ça peut être avec un gilet, voilà, mettre quelque chose sur sa tête. En fait, il ne faut pas l'attraper avec les mains directement parce qu'il peut y avoir un transfert de bactéries, il peut y avoir une infection selon ce qu'on a touché. Le mettre dans un carton qui aura été troué pour laisser passer l'air. Toujours un petit support, c'est-à-dire une petite serviette au fond, du sopalin, ce genre de choses pour pouvoir lui éviter de glisser pendant les trajets ou de se fianter dessus. Voilà, pour le garder propre aussi. Et après, forcément, le mettre dans une pièce calme. Jamais à faire sniffer par les chiens, les chats, les enfants, sniffer par les enfants. Mais voilà, ne pas le montrer aux enfants, etc. Faire comprendre que cet animal-là, il est sauvage, il a besoin de calme. Parce que pour lui, on n'est pas un ami, on est un prédateur. Même si on essaie de lui faire comprendre ce genre de choses, non. Il n'a pas l'habitude de nous côtoyer, on est un prédateur, c'est tout. Donc il faut le mettre toujours dans une pièce calme. Et après, quand on a le centre de soins, là, on peut avoir les bonnes indications. Et même quand on n'a pas J'avais failli oublier, quand on n'a pas le centre de soins tout de suite, toujours laisser un message vocal ou un SMS. Toujours. Parce qu'il n'y a que comme ça que nous, on va savoir dans le rush ou quoi que ce soit s'il y a quelque chose. Si les gens ne nous rappellent pas et qu'on est dans le rush, malheureusement, on va pas avoir le temps de rappeler les appels manqués.
Voilà, Oui, c'est normal. parce qu'après alors là, c'est pour les petits animaux. Après, pour les animaux de plus grande taille, notamment les cervidés, vous avez même des cages à l'extérieur, hein, qui permettent en effet, lors des heures de fermeture, de C'est ça. pouvoir en effet permettre une prise en charge, puisque vous n'êtes pas ouvert, vous avez de grandes plages d'ouverture, mais vous n'êtes pas ouvert de jour et de nuit, qui permet après, par la suite, de pouvoir Exactement, prendre en oui. charge, hein. Voilà. Malheureusement, on est très comparé à un hôpital, ce qui est le cas quand même, hein. On essaie Oui. quand même de récupérer ces animaux, de les soigner et de les relâcher. Malheureusement, en tant qu'association, on n'a pas le même système hospitalier avec des gardes de nuit, ce genre Oui. de choses. Mhm. Et puis, bah, nous, faut qu'on aille dormir pour Ah pouvoir bon? s'occuper Alors des ça, animaux. Ça, c'est quoi? Ça, quel manger, drôle d'idée, dormir, je voyons! sais pas. Mais du coup, effectivement, on a des box d'accueil où les gens peuvent nous amener les animaux de toute façon s'ils veulent le soir même ou quoi que ce soit. On en a 7 en tout, donc 6 petits qui peuvent contenir des rapaces, hein, et un Mhm. grand qui peut contenir un chevreuil mâle adulte ou un blaireau. Voilà. Dans tous les cas, il faut toujours couvrir la tête de l'animal pour lui éviter de stresser. 9 fois sur 10, ça marche avec la faune sauvage. Et Oui. là, bah, forcément, on peut agir. Il n'y a pas de souci. Et alors, du coup, donc une fois qu'on vous a eu au téléphone, que vous nous guidez en fait, hein, pour entre la prise en charge sur moment sur site et puis là où on vient enregistrer et puis eh bien, vous donner entre bonnes mains donc l'animal. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se passe sur place après et en expliquant aussi un petit peu bon, j'imagine qu'il y a de très nombreuses espèces que vous pouvez accueillir, mais quelles sont les espèces que vous accueillez le plus ou en termes de répartition de pourcentage, voilà, pour donner un petit peu une idée aux auditrices et auditeurs de plus concrètement par rapport à l'ensemble des animaux que vous soignez. Alors, l'animal numéro un, c'est le hérisson d'Europe. Voilà. Et pour la première fois, justement, l'année dernière, avec nos gros chiffres, on a passé les 1000 hérissons accueillis. 1014. C'était jamais arrivé, donc ça fait beaucoup de hérissons. Oh, oui, Très beaucoup, beaucoup de hérissons. Suivi de très loin, d'ailleurs, par la tourterelle turque avec 500 et quelques. ah Et oui. après, le pigeon bisé, avec 500 encore un petit peu en dessous à 5 individus près. Donc c'est vrai que pour une fois, d'habitude, le hérisson est pas si loin que ça du 2, mais là, il a vraiment dépassé de 500 individus le podium, quoi, pour le coup. Après, bah, dans ce top 10 des animaux accueillis, on va retrouver l'écureuil, le chevreuil, toujours les chevreuils. On a énormément de fans de chevreuil en été. Euh, il peut y avoir le merle aussi, le moineau domestique. Voilà, il y a pas mal d'espèces. D'habitude, on a la chouette chevêche, la petite chouette aux yeux jaunes que tout le monde adore. Mais l'année dernière, elle s'est fait détrôner par le guillemot de Troil, qui est un Oh, pélagique. c'est magnifique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en janvier, on a eu énormément de tempêtes, janvier-février, et Mm. donc on a accueilli beaucoup plus de guillemots que ce qu'on accueille en chevêche d'habitude, tout simplement. Alors, pour le coup, le cheminement d'un animal, effectivement, il arrive. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait remplir une fiche d'accueil aux gens. Donc, c'est pas pour les fliquer. Des fois, c'est ce qu'ils nous demandent, c'est qu'est-ce que vous allez faire de mes infos. Non, non, c'est pas pour J'envoie à fliquer. la En police fait, animalière. voilà, la police. On est tenu, effectivement, bah, c'est nous qui sommes fliqués, en fait. C'est pour ça qu'on fait remplir cette fiche. C'est que il y a beaucoup de lois, en fait, qui jouent avec la gestion de la faune sauvage, notamment la Convention de Washington, qu'on appelle aussi la Convention CITES, qui protège les animaux du trafic illégal. Voilà, dans le monde, hein, c'est une convention mondiale. Et nous, bah, on est tenu par plusieurs lois, législation sur les animaux protégés, les conventions de Berne, de Bonn, enfin tout ce qu'on veut. Oui, en Et effet. donc, c'est à nous de remplir cette fiche pour en fait dire, quand on a un contrôle, dire tout simplement, bah non, cet animal-là, ça n'est pas du trafic, il a vraiment été Mm. trouvé blessé par une personne qui a bien mis sa signature sur cette fiche-là. Donc, cette fiche doit être remplie. Comme ça, nous, on a les circonstances de la découverte. On sait où elle a été découverte, cet animal. Ça nous permet aussi, des fois, bah, quand les personnes nous disent, voilà, je l'ai trouvé en bord de route, nous, après, quand on fait l'examen clinique, on sait très bien quoi chercher, quoi. Voilà, Mm. un traumatisme crânien, parce que forcément, ça a dû être une collision avec une voiture. C'est Mm. presque 100% le cas. Si on nous dit bord de route, on va chercher le traumatisme crânien, on va chercher une fracture, on va chercher un œil qui aura bah, forcément un hématome. Voilà, on va chercher tout ce genre de choses. Alors que par exemple, si on dit bah, je l'ai trouvé devant ma porte, là, on va commencer, nous, à se dire prédation chat, donc on va aller chercher les crocs dans la nuque, ce genre de choses, au cas où. Donc ça nous permet, nous, de savoir quoi fouiller aussi exactement. Même si on a un protocole d'examen clinique complet, puisqu'il y a des individus, c'est indéterminé et on doit chercher. Mm. Euh, En cas donc cette fiche-là d'urgence, en est tout très cas, oui, très ça vous importante donne. à être remplie, Eh quoi. oui, Voilà. eh oui, bien sûr, ouais. Donc, Voilà. Ensuite, allez, pardon, excusez-moi, allez-y. il n'y a pas de souci. Ensuite, l'animal, du coup, après avoir été enregistré, il aura un numéro d'accueil.
puisque les animaux n'ont pas de prénom, hein, ce sont des animaux sauvages. Il a un numéro d'accueil, donc c'est le numéro qui va le suivre tout au long de son séjour au centre. Quand les gens nous demandent justement s'ils peuvent avoir des nouvelles de l'animal, on leur donne ce numéro d'accueil. Comme ça, quand ils nous envoient un mail, ils donnent le numéro et nous, ça nous permet de retrouver le dossier assez vite. Comme j'ai dit, on a eu 5500 animaux, on a besoin de ces numéros Ah oui, quand oui, on oui, reçoit bien des sûr, mails. ouais, tout à fait, ouais. Voilà, parce que justement, pour le hérisson que je vous ai amené la semaine dernière, oui. Par contre, on en a reçu 20 depuis. Voilà. Et donc, cet animal-là, il va passer en infirmerie, dans notre salle infirmerie, où les soigneurs ou la vétérinaire vont procéder à l'examen clinique et poser un diagnostic si c'est faisable. Sinon, forcément, il y aura une pause de traitement, une réhydratation. S'il y a besoin d'un traitement antibio, anti-inflammatoire, antidouleur, s'il y a besoin d'une chirurgie, notre vétérinaire est là pour ça. Elle est embauchée pour ça à 35 heures pour la faune sauvage 100%. Donc, elle peut procéder à une chirurgie dans la minute ou dans l'heure ou l'après-midi même, ce genre de choses, ou dire, bon, ok, lui, c'est plié, on lui donne pas à manger, comme ça, demain, on peut lui faire une chirurgie tout de suite. Voilà. Ça nous permet d'avoir ce genre de choses. Après, ils sont installés dans ce qu'on appelle, nous, des stabilisations oiseaux, mammifères polyvalentes. C'est-à-dire, ils sont mis dans des petits box, donc des petits box très petits, histoire de limiter les mouvements. Comme ça nous permet vraiment de les surveiller. Donc, c'est comme à l'hôpital, on nous installe, nous, dans un lit. Et puis, voilà, ça nous permet de nous surveiller, on nous fait une réhydratation sous-cutanée, etc. Enfin, nous c'est intraveineux, eux, c'est sous-cutané. Comme ça, les médecins peuvent passer régulièrement, nous surveiller. Là, c'est pareil. Nous, chaque jour, on va pouvoir voir si l'animal mange, s'il mange bien, voilà, s'il n'est pas trop stressé, s'il récupère après une chirurgie. Justement, on pose souvent des broches, donc il faut éviter les mouvements quand on pose une broche. C'est là qu'une une caisse qui est très petite, c'est quand même vachement idéal parce que justement, il est assez serré. Alors, il peut quand même se déplacer dans la caisse, hein, il n'y a pas de souci, il peut se déplacer juste. Ça va limiter, il n'aura pas envie de voler parce que la caisse lui donnera pas l'espace pour se mettre à battre des ailes, par exemple. Voilà. Et à partir de là, on va voir si l'animal commence à manger, s'il mange bien, s'il prend du poids, etc. Et quand on voit qu'il reprend les forces, l'animal, alors je ne parle pas d'un animal opéré, mais ça va être le même processus, on va pouvoir les passer dans des volières, donc dans des volières qu'on appelle extérieures, tout simplement. Elles sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Et là, l'animal va tout simplement pouvoir se réadapter. Pourquoi est-ce que l'animal a besoin d'une réadaptation en volière extérieure? C'est parce que l'animal, l'oiseau, on va partir sur l'oiseau, a, quand il est en manque de mouvement, une énorme fonte musculaire. C'est-à-dire que, Comme les humains, je pareil, prends ouais. l'exemple, Ouais. voilà, quand on va dans l'espace, enfin quand on va dans l'espace, La semaine pas nous, dernière, par exemple, nous du coup, sommes allés. voilà. Mais Thomas Pesquet, par exemple, il doit faire de la rééducation quand il revient de l'espace parce que forcément, il a une énorme fonte musculaire. Donc, il faut pouvoir réutiliser ses membres parce que justement, si on relâche un oiseau comme ça directement, il va avoir une trop grosse dépense énergétique et il va mourir de cette dépense énergétique. Donc, le but, c'est de le réadapter sur une petite zone. Donc, ça va être des volières de 20 mètres, de 40 mètres, voilà, pour qu'il puisse faire des allers-retours tout en étant nourri tous les jours et donc pouvoir, à ce moment-là, se rééduquer avant d'être relâché. Voilà. Et dans le cas d'un mammifère, pour un mammifère, ça va être justement, il a une volière ou, je sais pas, un renard, un blaireau pourra recommencer à creuser, reprendre un comportement naturel. Voilà. Bon, malheureusement, c'est comme ça, mais on peut donner des proies vivantes aussi pour que l'animal réapprenne à chasser, parce que c'est quand même sa biologie de chasser. Voilà. Donc, on va redonner une proie vivante. Alors, ça n'est pas un animal qu'on a accueilli, je rassure. Je rassure. Voilà. C'est convenu avec des éleveurs ou quoi que ce soit, hein, que cet animal-là, on peut l'utiliser pour entraîner un animal à chasser, des souris pour entraîner un animal à chasser, voilà, ce genre de choses, tout simplement. Donc, à partir de là, l'animal pourra être relâché aussi dans un endroit qu'on appelle une réserve de chasse, par exemple, c'est là où la chasse est interdite, ou alors sur son lieu de découverte, ce qui est quand même le mieux pour chaque animal. D'accord. Et vous avez, alors c'est une question un peu bête, hein. Sur cette histoire d'hospitalisation, est-ce qu'il y a une durée moyenne d'hospitalisation chez vous pour tous ces animaux? Alors, mon formateur en BTS disait que la question la plus bête, c'est celle qui n'est pas posée. Donc, c'est ce que je dis à tout le monde maintenant. Alors, on va dire que si on prend nos animaux, la durée moyenne, ça va être 1 mois et demi. Ah oui, en général. on est quand même sur des longues périodes, Voilà. tout à fait, ouais. Ah ouais, ça donne un peu une idée. Ouais, 1 mois et demi, le temps d'observation, de rééducation, s'il y a besoin de... Voilà, des fois, un animal peut mettre 2 semaines avant de se remettre à manger tout seul, enfin, ce genre de choses. S'il y a une opération, ça va durer forcément plus longtemps. Si on a un animal qui est carencé, parce que ça arrive beaucoup que les gens gardent chez eux et du coup, on a des animaux carencés, ils doivent refaire leurs plumes, refaire leur pelage, donc ça va prendre encore plus de temps. Voilà. Il y a des animaux, par exemple, qui sont migrateurs. Si jamais on les accueille, par exemple, en octobre,
bah forcément, on va pas les relâcher en décembre puisqu'ils seront, les copains seront déjà partis. Donc, Bien on va les sûr, oui. garder tout l'hiver. Donc là, on les garde 6 mois, par exemple. Voilà. Et alors après, donc, pardon pour cette question, pour les quelques minutes qui nous restent, sur sur l'ensemble de ces animaux qui sont, quel est le pourcentage malheureusement de ceux que vous ne parvenez pas à sauver, puisqu'il y a des cas, comme vous parlez d'accidents de voiture, des choses comme ça, qui sont parfois tellement traumatisantes Oui. au niveau chirurgique que malheureusement vous faites au mieux, mais vous pouvez pas non plus faire des miracles, bien entendu. Non, malheureusement, c'est un hôpital, hein, comme chez les humains. Ouais, Certains survivent, certains ne survivent pas. C'est vrai que ça, c'est une donnée que le public a beaucoup de mal à intégrer. Pourquoi? Parce qu'on voit l'animal comme un chien, un chat qu'on trouve comme ça, et puis ça survit, ça. Sauf que l'animal sauvage, bah, c'est complètement différent. Voilà, il y a tout qui est différent. Donc, en général, on fait 51% de relâchés. Donc, c'est la moyenne générale en France. d'accord. Euh, voilà, donc c'est en général 51% qui sont relâchés. Ça veut dire 51% qui, malheureusement, n'ont pas survécu. D'accord. Ça veut dire 49% du coup. Pardon, excuse-moi, le calcul est mauvais. Oui, oui, Voilà. oui, mais bon, en tout cas, voilà, il y a un petit peu, Voilà. un peu plus de 1 sur 2 en tout cas qui va pouvoir. Voilà. Et ça varie en fait d'une année à l'autre, hein. L'année dernière, ben là, 2024, on a fait 51. 2023, on avait fait 54% de relâchés. D'accord. Voilà. Ça va varier tout simplement des accueils qu'on a et Oui, du type des de. traumatismes que Oui, les animaux ont. Voilà. bien sûr, et oui, parce qu'il y a tellement de facteurs dans cette accidentologie qui rentrent en C'est considération ça, en termes d'espèces, exactement. etc. Alors, du coup, donc parmi les nombreuses missions de sensibilisation, alors, si vous deviez alerter en fait nos très chers auditrices auditeurs sur voilà des comportements, des choses absolument qu'il ne faut pas faire, qui sont par méconnaissance vraiment dangereux pour la santé, enfin voilà pour la survie en fait notre très chère faune sauvage, quels seraient-ils? Alors, la toute première, c'est effectivement quand on récupère des juvéniles, donc ça peut être un petit passereau, par exemple. Le mieux, c'est que quand les gens nous appellent, des fois, ils sont un peu réfractaires à remettre l'oiseau dans un carton en hauteur. Voilà. Non, il faut pas avoir peur de ça. Les parents vont venir les récupérer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et la meilleure maman, bah, c'est la maman naturelle. Voilà, c'est ce qu'on dit par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi les hérissons. Les gens aiment beaucoup les hérissons et oui, ils sont passés en quasi menacés il n'y a pas longtemps. Donc c'est assez compliqué pour eux. Mais c'est vrai que quand on voit un hérisson, par exemple, en fin de journée ou en très très tôt dans la journée ou en plein milieu de la nuit, s'il court et qu'il fait sa vie, faut le laisser faire. Voilà. C'est pas parce qu'on le voit, par exemple, à 19h30 quand on est à un coucher de soleil pendant l'été qu'il est forcément en danger. Voilà. S'il court et qu'il fouine et qu'il machin, il fait sa vie, faut le laisser tranquille. Les idées reçues en général sont que le hérisson va pas bien si on le voit 2 jours, ce qui n'est pas forcément vrai en fin de journée ou en début de journée. Et là, nous, ça nous fait accueillir des animaux ça a été prouvé, hein, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 3 ans, quand ils sont en captivité, développent encore d'autres pathologies. Ah oui. Donc nous, on garde des hérissons encore plus longtemps qui développent des pathologies qu'il va falloir re-soigner par-dessus et ainsi de suite. Donc forcément, il y a des fois où l'accueil en centre de soins n'est pas une bonne chose pour eux parce que cette captivité temporaire, même si c'est temporaire, ça peut durer une semaine, ça va redéclencher quelque chose. Voilà. Alors que cet animal, il aurait pu continuer à faire sa vie. Euh, Dans les plus grosses idées en général que les gens ont, c'est le ramassage des jeunes lièvres ou des jeunes faons de chevreuil. Euh, donc ça, on fait énormément de choses là-dessus, comme la chouette-hulotte, hein, exactement la même chose. Et oui, oui, comme tout à l'heure l'exemple donné, oui. Voilà. Ouais. Les parents les laissent tout seuls pendant la journée. Et Mhm. justement, en général, ils sont couchés dans l'herbe. Ils sont très bien blottis, surtout le lièvre qui s'aplatit bien, là même depuis la naissance. Le lièvre naît avec ses poils et les yeux ouverts, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. En général, ils sont juste en train de se camoufler. Les parents viennent 1 à 2 fois par jour, voire une seule fois la nuit pour les nourrir, et c'est tout. Alors que l'animal n'est pas du tout en danger. Donc ça, on récupère ces animaux-là et forcément, c'est du stress engendré, la capture, la voiture, toutes ces choses-là. Ouais, bien sûr. Euh, voilà. Donc ça fait énormément de mal à la faune sauvage et pour le coup, ça nous rajoute un peu de travail aussi, mais voilà. Donc c'est toujours pour dire la meilleure maman, c'est la maman naturelle. Après, il y a d'autres. Les gens peuvent toujours nous appeler parce qu'il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres circonstances qui peuvent faire que cet animal faut l'accueillir. C'est pas parce que je dis là tout de suite un jeune faon de chevreuil, s'il est couché dans l'herbe, faut lui foutre la paix. Non. Si jamais on voit du sang, qu'on voit qu'il est apathique, voilà, la tête baissée, qu'il va pas bien, etc., il y a moyen qu'il y ait une prise en charge à faire, quoi. Voilà. Donc dans tous les cas, il faut nous appeler. L'idée reçue qui me fait toujours très rire, c'est les chauves-souris ne vont pas dans les cheveux. Ne vous inquiétez pas. Les chauves-souris, ça va pas dans les cheveux intentionnellement. Non.
La chauve-souris elle produit ce qu'on appelle l'écholocation, donc elle sait qu'est-ce qu'il y a, elle sait qu'est-ce qu'il y a comme obstacle, donc elle peut voler autour de notre tête puisque nous, on produit de la chaleur, tout simplement. Et la chaleur, ça fait quoi? Bah, ça attire les moustiques. Donc voilà. Donc forcément, des fois, on peut avoir une chauve-souris qui va nous voler autour de la tête parce que bah, elle sera en train d'essayer d'avaler les moustiques qui nous tournent autour. Voilà. Il y aurait plein d'autres exemples, mais on n'a pas le temps. Donc, S'il y en a il y en encore. aurait plein d'autres. Finalement, on a encore un peu de quelques minutes quand même de connexion par rapport, donc c'est bon. Euh, Parmi les plus beaux exemples, les choses qui vous, voilà, des plus beaux souvenirs, j'imagine qu'il y en a plein, 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 mais est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous interpellent sur ces dernières années, de sauvetage, de choses qui se sont passées, de belles Euh, libérations, de choses assez émouvantes par rapport à, je sais pas, des espèces peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de prendre en charge, par exemple, ou de circonstances très particulières? Non, en termes d'espèces, ça va, puisque bah, j'ai eu travaillé dans d'autres centres de soins, justement indépendants avant la LPO Aquitaine. Mais si je me réfère à des cas d'ici, le premier cas, ça serait un renard qu'on a accueilli en 2022, où justement notre vétérinaire était en vacances. Et on l'accueille, j'ai fait son examen clinique et là je constate deux fractures, donc une au fémur et une à l'humérus, du même côté, le bras bouge hein, dans tous les sens en fait. Hein. Voilà, une fracture quoi, pas ouverte, bien fermée. Et, euh, et du coup, je vais voir la responsable à ce moment-là. Je lui fais, alors, qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que moi, je serais tentée d'essayer. Et elle m'a dit, OK, on va essayer, il n'y a pas de souci. Donc, on a appelé un de nos vétérinaires partenaires qui a fait la chirurgie, ce partenaire à la test, qui a fait la chirurgie. Donc, il a eu deux broches quand même sur le même côté du corps. Donc, c'était lourd, très lourd pour lui. Euh, il a été adorable au tout début parce que vraiment il était très apathique, il était très très faible. Donc il se laissait approcher pour qu'on puisse, vu qu'il ne pouvait pas utiliser ses pattes, il ne pouvait pas se déplacer vers la gamelle. Donc il fallait lui apporter la gamelle auprès de la bouche. Voilà. Donc vraiment le cliché de l'aide animale, quoi. Alors que d'habitude, c'est pas du tout comme ça. Et pour le coup, il était très très réceptif et il prenait la gamelle. Ce qui n'arrive jamais. Hein. Je préviens les gens, ça n'arrive absolument jamais. Hein. D'habitude, les animaux veulent tous nous tuer. Voilà, c'est pas compliqué. Euh, et pour le coup, bah, il a bien pris, mais c'était vraiment parce qu'il était trop faible et qu'il se rendait compte qu'il était trop faible pour faire quoi que ce soit. Donc autant accepter la main Ouais. qui lui tend la nourriture. Hein. Et donc on lui a posé ses broches. On a fini par repartir chez le vétérinaire pour qu'il enlève les broches, etc. Donc il a continué à être immobilisé. Et puis, bah, du coup, il a fini par nous détester. Hein, voilà, c'est un Il a animal repris, sauvage. les instincts naturels ont repris leur galop, ils Voilà, sont revenus. voilà, il a quand même fini par nous détester. Mais on Hmm. l'a relâché et j'étais vraiment très contente parce que bah, c'était improbable. C'était improbable. Improbable. Et, euh, et donc, bah, voilà, moi je suis très, très. Bon, j'ai relâché beaucoup, beaucoup d'animaux, mais quand il y a des cas comme ça, bah, forcément, je suis toujours un peu émotive. Donc, j'aime Oh, beaucoup ben cette oui, histoire-là. c'est beau, Il m'a c'est- beaucoup touché, ce petit bichounet. Et ça, c'est top, quoi. Et puis après, bah, c'est vrai que ici, j'ai découvert le soin aux reptiles, aux serpents. Et ça faisait des années que j'avais envie de faire du serpent. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bah, justement, ça supprime des idées reçues aussi. Hein. Alors, la théorie, en tant que naturaliste, moi, je savais déjà, par exemple, que la couleuvre, bah, elle peut nous mordre, ça fera absolument rien, il n'y a pas de souci. Sur la pratique, la couleuvre verte et jaune, elle a quand même du caractère. Hein. Donc, faut bien, voilà, pourrait nous sauter au visage quand même. Donc, voilà. Mais voilà, ce genre de petites choses qui sont intéressantes. Du coup, bah, forcément, maintenant que je suis responsable, je suis beaucoup plus au bureau pour la partie administrative. Par contre, quand il y a un serpent, la vétérinaire, elle vient, elle me dit, tu veux faire le serpent? Ah oui, oui, j'arrive. Au moins, ben, voilà. Et puis pareil, parce que moi, je suis une grosse folle des chauves-souris. Donc, à chaque fois qu'il y a une chauve-souris, c'est, attendez, je veux venir, je détermine la chauve-souris, je regarde ce que c'est. J'adore. Parce que voilà, je suis une amoureuse des chauves-souris. Donc, voilà. Ah, c'est chouette. Et question subsidiaire, est-ce que les animaux du coup qui sont relâchés du centre de soins, ils sont bagués ou ils sont identifiés en fait? Ils sont répertoriés quelque part? Non, pas pour l'instant. Alors, il y a des espèces qui, justement, ont des enjeux qu'on appelle des plans nationaux d'action. Donc, ce sont des enjeux un petit peu plus poussés pour la protection de ces espèces. Notamment, si j'accueille un circaète Jean Leblanc, lui, il va être balisé. Donc, on va pouvoir le suivre avec une balise Ah oui. GPS, donc pour pouvoir montrer son parcours, sachant qu'en plus, c'est un animal migrateur.
En revanche, le CRBPO, donc c'est Centre de recherche voilà, pour les oiseaux, c'est lui qui fournit toutes ces bagues-là. Nous a annoncé l'année dernière, en début d'année, qu'on pouvait reprendre le bagage en centre de soins, puisque ça avait été arrêté pendant presque 10 ans. Donc, on a pu le reprendre. Donc, on va pouvoir le reprendre. Et moi, je suis très, très contente, comme tous les centres de soins, hein, parce que savoir ce que deviennent nos animaux, c'est quand même top. C'est super, ouais. Euh, Sauf quand il y en a un qui a un pelage particulier, qu'on le revoit en nature, on fait ah, comme ça au moins, voilà. Un exemple très, très, très sympa, c'est le premier centre de soins où j'ai travaillé. On a eu un piquet-pêche qui était très, très imprégné, très, très imprégné. Il nous montait sur la tête, on pouvait rien faire. Enfin, voilà. On a fini par le désimprégner, je l'ai relâché dans le jardin de ma mère. Et ben 5 ans après, il était encore là. Donc j'étais trop Waouh, contente. oh, c'est Ce magnifique, genre hein. de petits trucs, C'est mais très voilà, beau. pas bagué. Voilà. Mais pour le coup, là, on va pouvoir reprendre le bagage. Donc, justement, j'ai fait la formation théorique pour devenir bagueuse de centre de soins, et je vais pouvoir être entraînée à baguer, à remplir les fiches administratives encore, encore Mais c'est administratives, important le suivi, c'est parce que c'est important. important, Bien pour sûr. pouvoir mettre des programmes en place sur certaines espèces qui ont besoin de bagages. Voilà. Bon, c'est On chouette, a hein. prévu de commencer à peu près avec les chouettes, et plus précisément les chouettes effraies. Bien, fantastique, hein. Fantastique. Voilà. En tout Donc, cas, c'est cool, on a hâte. ah oui, mais en plus c'est bien parce que c'est vraiment la continuité entre, il y a tellement de missions que voilà que la LPO fait, mais entre voilà le soin, donc, enfin toute la prise en charge, et puis après, eh bien, on continue en fait le Oui. suivi, la préservation des espèces, donc c'est pour boucler la boucle et c'est magnifique, quoi. C'est très beau. Oui, C'est vraiment, ça fait plusieurs années qu'il y a énormément de frustration parce on n'avait pas l'autorisation de suivre les animaux, et puis maintenant on nous l'a redonné, donc on est tous chaud patate, oh, c'est super, c'est merveilleux, c'est tous fantastique. motivés. Ah, eh ben en tout cas, on resterait pendant des heures à vous écouter sans aucun problème. Ouais, je pourrais ne pas m'arrêter. Ouais. C'est tellement Ouais. tant le sujet est vaste, mais en tout cas voilà. Donc, est-ce que une fois par an, eh bien, il est possible d'aller visiter en fait, ou vous ouvrez les portes justement au centre de soins des visiteurs, ou est-ce qu'il y a des actions particulières par rapport à ça? Non, malheureusement, comme c'est un hôpital, le centre de soins, et même dans Oui. son arrêté préfectoral, est interdit à la visite au public. D'accord, ok. Voilà. En revanche, on fait tout sur les réseaux sociaux pour montrer au maximum l'intérieur de la structure, les animaux qui sont en soins, les différentes équipes. Voilà, on a fait des posts sur la coordination, des posts sur l'équipe vétérinaire, voilà, ce genre de choses pour que les gens sachent exactement ce qui se passe à l'intérieur. J'ai prévu quelques présentations de salles, par exemple, pour cette année, pour que les gens aient une photo. Et en revanche, nous, on est situé sur le domaine de Certes. Et justement, c'est quoi? C'est septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Eux font les portes ouvertes, c'est-à-dire que les autres structures du domaine de Certes sont ouvertes au public. Les gens peuvent visiter des bureaux. Malheureusement, nous, c'est toujours pas le cas, parce que ça reste du Oui, dérangement et du et oui, stress pour oui, les animaux. bien sûr, et pour des raisons Donc, sanitaires et autres, tout à fait, oui. voilà, donc en compensation, on fait un stand. Et il y a 2 ans, on a des volontaires en service civique qui nous ont créé une maquette pour représenter le centre, pour que justement les gens puissent savoir quel est le cheminement d'un animal avec les volières, bon, surtout pour les enfants aussi, quand il arrive au centre de soins, et qu'on puisse expliquer au maximum ce qu'on fait, parce que forcément, c'est compliqué quand on ne peut pas visiter. Et bien sûr. Mais bon, en tout cas, grâce à, voilà, à tous ces beaux outils que sont les réseaux sociaux, eh bien, ça permet dans un cas, voilà, c'est une très belle illustration de centre de soins qui n'est malheureusement pas ouvert au public, mais voilà, ça permet quand même de mettre en lumière, de faire partager sur une large sphère géographique, eh bien, le merveilleux travail que vous faites. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, aller voir justement donc, sur les différents réseaux, Insta, j'imagine peut-être, enfin, voilà, Facebook, peut-être sur YouTube, des choses comme ça. Facebook, Insta, YouTube, et même sur TikTok, dis donc. Oh là 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 là, bon bah voilà, donc La LPO France est sur TikTok. Eh bien, vous avez tout plein d'outils pour aller jusqu'au bout de cette magnifique curiosité qui, en effet, demande à en apprendre encore et toujours plus, comme d'habitude. En tout cas, merci infiniment Cassandra pour cet échange Avec grand plaisir. très très passionnant. Et puis, je vous enverrai donc par la suite tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Bravo pour tout le travail que vous faites, continuez. Et en tout cas, c'est assez extraordinaire. Merci beaucoup en tout cas.